Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile. Le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Flux libre. Je suis Laurence Perrault et je vous accompagne tout au long de ce programme qui va commencer par notre dossier feuille de route qui se demande si les constructeurs chinois sont aussi aujourd'hui les meilleurs en nouvelles technologies automobiles. L'essai, c'est avec Alexandre Lenoir qui prend le volant d'une nouvelle Audi, la Q4 e-tron. Puis, sans filtre, François Roudier nous expliquera comment la voiture reflète la culture du pays où l'on vit. Et pour finir, je vous emmène à la Ferté-Alais. C'était en mai dernier. On va y retrouver François Alain pour la sortie rarissime d'un avion mythique, le Caudron. Alors, quel rapport entre un avion et la voiture ? Restez en notre compagnie pour le découvrir. C'est parti, on boucle nos ceintures et on file en flux libre. Flux libre avec Suzuki. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Bienvenue sur notre dossier pour Flux Libre. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode que j'attendais, moi j'avoue, depuis un petit moment. On va parler bien sûr d'automobile, mais pas n'importe laquelle, de la plus grande révolution industrielle de ce début de siècle, l'ascension fulgurante de l'industrie automobile chinoise. La Chine fabrique aujourd'hui 37% des voitures produites dans le monde. En janvier 2026, les marques chinoises ont explosé leurs ventes en Europe avec plus 80% en un seul mois. Les Chinois sont-ils vraiment en avance technologiquement sur toute la filière européenne et mondiale ? Et pour en débattre, j'ai deux invités. D'un côté, Nicolas Meunier, journaliste automobile, entre autres au magazine Challenge et auteur de nombreux livres sur l'automobile. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Et puis de l'autre côté, Jean-Briac Dalibard, qui est responsable relations publiques chez Geely, un géant chinois, entre autres propriétaire de Volvo, Polestar et Lotus. Bonjour Jean-Briac. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous pour Flux Libre. Je vais commencer avec vous, Nicolas Meunier. En 2025, les usines chinoises ont livré plus d'1 million de voitures en Europe pour la première fois de l'histoire. C'est un chiffre qui est assez symbolique. Selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là aussi vite ? Alors il y a deux facteurs. Quand on parle d'usine chinoise, ça ne veut pas dire marque chinoise. On a quand même aujourd'hui de plus en plus de constructeurs occidentaux et même européens qui fabriquent des voitures en Chine pour le marché européen. On a par exemple toutes les Mini électriques aujourd'hui vendues en Europe et même dans le monde sont fabriquées en Chine. Il y a eu à un moment l'intention de produire ces voitures-là à Oxford dans l'usine historique. Finalement, la gouvernance du groupe BMW a décidé de revenir en arrière. Donc il y a une part conséquente, non négligeable des voitures fabriquées en Chine qui sont des voitures, on ne devine pas qu'elles le sont. Et ensuite, du côté des marques chinoises, on a des offres qui sont de plus en plus pertinentes, des prix qui sont de plus en plus agressifs, des gammes qui s'élargissent, des marques qui commencent à gagner en notoriété, que ce soit par le bouche à oreille des premiers clients qui sont satisfaits ou par des publicités. On a certains groupes, je pense en particulier à BYD, qui met des efforts et des budgets en communication qui sont colossaux, qui sont bien plus importants que ceux des constructeurs établis parce qu'il faut construire cette notoriété et cette visibilité. Et évidemment, ça fait un effet boule de neige où de plus en plus de clients sont en train d'accepter l'idée d'acheter une voiture chinoise. Une étude démontre que les constructeurs chinois sont passés en très peu de temps d'une image de mauvaise qualité à une image de bonne affaire et de produits technologiques. Alors, puisqu'on va parler de technologique, Jean-Briac, vous êtes, vous, de l'intérieur chez Geely. C'est un groupe tentaculaire. On va parler de Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus, Lynk & Co, Smart. Comment vous expliquez cette capacité à absorber autant de marques et de technologies en si peu de temps ? Eh bien, c'est une vision de notre fondateur qui s'appelle Eric Li, qui a très très vite compris qu'il fallait non seulement fabriquer des voitures pour le marché chinois, mais très rapidement en fait pour le marché global, pour le monde entier. Et en faisant l'acquisition de marques comme Volvo, il s'est assuré d'une crédibilité, et notamment sur l'item de la sécurité qui était indispensable pour les consommateurs européens. Donc en multipliant les marques et en faisant des acquisitions pertinentes au bon moment, il s'est assuré effectivement un très très bon développement du groupe et de l'entreprise. Est-ce que la technologie chinoise est vraiment en avance et vraiment devant tout le monde sur ce plan technologique ? Non. Ah, expliquez-nous. Déjà, il y a une immense variété d'un modèle à l'autre, d'un constructeur à l'autre. Même au sein d'une gamme, on a des modèles qui sont vraiment pas du tout égaux d'un point de vue technologique. On en a qui sont très bons et d'autres qui sont très mauvais. Enfin, vraiment, on peut avoir à boire et à manger au sein de la gamme d'un même constructeur.
Ensuite, ce que les Chinois maîtrisent à fond et là où ils ont une vraie avance, mais ça ne dépend pas des constructeurs automobiles. Si on met à part BYD qui produit ses propres cellules de batterie, c'est donc la cellule de batterie, l'élément unitaire qui constitue la batterie. Ça, vraiment, il y a une mainmise totale des Asiatiques là-dessus, principalement des Chinois, un petit peu des Coréens, par des immenses entreprises comme CATL qui fournissent aujourd'hui, je crois, plus de 50% des batteries automobiles fabriquées dans le monde. Et en développant des nouvelles chimies sans arrêt, c'est eux qui permettent d'avoir de meilleures densités énergétiques, c'est-à-dire que dans une voiture, pour une taille de batterie donnée, vous allez avoir plus d'autonomie. Ça permet aussi d'améliorer les vitesses de charge parce qu'il y a moins d'échauffement et de diminuer les prix. Donc ça, c'est un élément constitutif qui fait que les voitures électriques vont devenir de plus en plus pertinentes. Ils peuvent parfois réserver leurs cellules les plus avancées à certains constructeurs s'ils ont des partenariats de commerciaux et technologiques un peu rapprochés, mais ils vendent aussi ces cellules à n'importe quel constructeur. Et ensuite, une bonne cellule, ça ne suffit pas à faire une bonne batterie et ça ne suffit pas à faire une bonne voiture électrique. Il y a derrière toute une chaîne de traction. Aujourd'hui, on a tendance à parler d'autonomie, mais il faut bien comprendre que le nerf de la guerre, c'est la consommation. Comme sur une voiture thermique, si votre batterie, vous consommez l'énergie qu'il y a dedans 2 fois plus vite au kilomètre qu'avec une autre voiture, votre autonomie sera moins bonne pour la même capacité de batterie. Donc ça, c'est un savoir-faire. Le leader, pour le moment, il n'est pas chinois, il est américain, c'est Tesla. On a quelques marques qui arrivent à bien se débrouiller derrière. On a notamment certaines voitures du groupe Geely qui sont très très bonnes. Je pense à la Smart Hashtag 3 et ses cousines, donc Zeekr X et Lynk & Co 02 qui sont très bonnes en consommation. On a quelques BMW aussi qui sont vraiment au top de la technologie. Jean Briac, est-ce qu'il y a des domaines d'ailleurs où vous, avec Geely, vous avez conscience de ne pas encore être au niveau européen ? Alors de moins en moins, et j'ai même envie de dire on a un tout petit peu d'avance, parce qu'en fait nous on est présent en Europe depuis plus de 20 ans, donc finalement on est le plus européen des groupes automobiles chinois, et on est en avance notamment sur l'écosystème global, puisque par exemple nous avons une galaxie de satellites que beaucoup d'autres marques européennes et mondiales n'ont pas. C'est ce qui permet de mettre à jour nos voitures. On a 64 satellites dans l'espace aujourd'hui, donc on est un constructeur assez différent des autres. Ah bah oui, mais expliquez-moi comment ça fonctionne. Eh ben, on arrive à mettre entre 9 et 11 satellites par fusée. Donc on envoie régulièrement des fusées dans l'espace pour mettre des satellites en orbite basse. Et effectivement, ça nous permet de travailler sur les mises à jour de nos voitures, de communiquer avec nos voitures. Et c'est également un aspect qui permet d'améliorer la productivité de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. C'est incroyable. Nicolas, vous connaissez le principe ? Alors oui, mais c'est effectivement un des domaines sur lesquels les Chinois sont en avance, c'est sur tout ce qui est communication avec le véhicule, mise à jour à distance. Ça c'est pareil, c'est Tesla qui avait, on va dire, donné le coup d'envoi de ce genre de technologie. Mais alors, quid des marques européennes ? Pour la plupart, elles ne développent pas leur propre logiciel en interne. Une marque que je citais tout à l'heure sur la consommation, qui est aussi très très bonne sur les aides à la conduite, c'est BMW. C'est une des rares marques à développer tout le système logiciel infodivertissement en interne. Et on voit la différence, ça réagit immédiatement, comme chez les marques chinoises. Alors, puisque l'on parle de mondialisation, on va aussi parler de problématiques de douane européenne, si vous le voulez bien, parce qu'on l'a bien vu, il y a ces droits de douane européenne. On a eu jusqu'à 38,1% pour certaines marques comme SAIC MG. Est-ce que ça change vraiment la donne ? En fait, il y a les droits de douane et on a aussi une couche franco-française qui s'appelle l'EcoScore, qui là va influer sur le calcul des avantages en nature dans le cas des voitures de fonction. Et ça, on va dire, ça a encore plus d'impact en France parce que ça va toucher aux impôts du salarié. Donc, on ne va pas s'arrêter à un prix facial. Mais en fait, même si la voiture est moins chère à l'achat, elle peut être plus chère à l'usage. C'est primordial dans le sens où, en fait, toutes ces histoires de bonus, de droits de douane, les gros constructeurs chinois, pour bon nombre d'entre eux, l'État est actionnaire. En plus, ils ont des coûts de production qui sont vraiment plus faibles. Donc, ils peuvent compenser, ils peuvent casser les prix pour gagner de la part de marché, pour gagner de la notoriété, quitte à être moins rentable sur certains modèles. La position de Geely par rapport à tout ça ?
Alors c'est une très bonne question. Globalement, et Nicolas a raison, il y a cette surcouche franco-française qui vient un petit peu compliquer la donne quand on investit le marché européen. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les constructeurs chinois se tournent très très rapidement vers des solutions de production en Europe, puisque l'outil de production industrielle en Europe ne tourne pas à plein. Et effectivement, il y a beaucoup de discussions et de négociations en cours pour que des marques chinoises puissent commencer à fabriquer des voitures sur le sol européen. On parle nouvelle technologie. Allez, Monsieur Jean Briac d'Alibar, qu'est-ce que vous avez de plus que les voitures européennes ? On a des systèmes notamment d'infodivertissement qui sont meilleurs. On peut donner des exemples ? Oui, tout ce qui concerne en fait le réglage de l'habitacle, le choix de certaines fonctionnalités de la voiture sont autrement plus fluides. La navigation au sein des menus, ça permet de détourner les yeux de la route le moins possible et c'est vraiment le but de Geely, d'accéder aux différentes fonctionnalités le plus rapidement possible. Et par exemple, on a des équipements qui permettent d'améliorer encore la sécurité de nos voitures, comme l'affichage tête haute, qui est une technologie qui est issue de l'aviation. Mais c'est pas récent. Alors non, c'est pas nouveau. Alors c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais ça fait partie de la signature de Geely, c'est-à-dire que nous on veut offrir à nos clients des équipements qui sont plus souvent accessibles dans les marques premium ou dites premium, et nous on les rend accessibles au plus grand nombre. Quelle est la demande, tiens d'ailleurs, en termes de nouvelles technologies, du profil européen ou du profil français, du conducteur français ? De pouvoir connecter son téléphone facilement, de récupérer une carte et une navigation qui soit à jour, ne pas tomber dans les pièges des travaux, de la circulation du quotidien. Voilà, tout ce qui facilite l'utilisation du véhicule. Et particulièrement chez Geely, on met l'accent sur le confort. Donc on a par exemple des sièges qui sont chauffants, massants et ventilés, ce que toutes les marques n'offrent pas aujourd'hui. La E5 est sortie ? La E5 est sortie, le Starray Super Hybride est sorti. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 2 voitures qui permettent effectivement d'offrir ces équipements dits premium à un large nombre de consommateurs européens. On a lancé la marque le 28 avril et elles sont commercialisées depuis le 29 avril. Nicolas, est-ce que le français, en l'occurrence, parlons de ce qui nous intéresse, est très sensible à toutes ces nouvelles technologies ou certaines fois, pour certains véhicules asiatiques ou tout du moins chinois, on se dit qu'il y a des choses qui ne nous servent pas ? Alors, non seulement on peut se dire qu'il y a des choses qui ne nous servent pas, on peut se dire qu'il y a aussi des choses qui nous agacent. Une aide à la conduite, c'est très bien quand c'est bien calibré, ça permet vraiment singulièrement de limiter la fatigue sur le trajet. Par contre, quand c'est mal calibré, ça peut être vraiment très énervant, voire dangereux. Certaines voitures chinoises où l'aide au maintien de voie sur autoroute, c'est une catastrophe. Si vous commencez à vous écarter un tout petit peu du centre de la voie, ça vous remet avec un coup de volant assez violent dans le centre. Si vous mettez le clignotant pour changer de voie et que vous n'avez pas fini votre manœuvre avant que le clignotant s'arrête, ça vous fait une embardée. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont potentiellement contre-productives. Le problème de beaucoup de voitures chinoises, c'est que pour désactiver ces aides à la conduite, il faut aller dans des menus et ces fonctions, elles sont décomposées des fois en 3 sous-fonctions. Donc, je crois que c'est sur la Lynk & Co 02 où j'avais compté qu'à chaque démarrage, il fallait cliquer 13 fois pour désactiver tous les trucs qui étaient vraiment énervants et contre-productifs. Quasiment tous les constructeurs chinois, on sent qu'ils ont conçu leur système d'infodivertissement en désossant des Tesla, parce qu'on a une ergonomie qui est assez commune, avec des menus qui sont assez bien fichus, mais où tout passe par l'écran. Donc ça, si on est habitué à des Tesla, si on est habitué à utiliser un iPhone, très bien. Mais il faut se rappeler que l'âge moyen de l'acheteur de voiture neuve, c'est plus de 55 ans. Donc je ne suis pas sûr que l'acheteur de voiture neuve moyen en France apprécie l'absence de boutons physiques. Donc on a un retour en arrière à ce niveau-là, sous la pression des consommateurs qui veulent encore trouver les fonctions primordiales par un simple appui sur un bouton. Alors qu'en Chine, l'âge moyen est beaucoup plus jeune. Oui, parce que la majorité des clients sont des primo-accédants. En tout cas, ça l'était. La tendance est en train un petit peu de s'inverser. Mais effectivement, pendant une trentaine d'années, c'était le premier achat automobile pour les consommateurs. Donc, on n'a pas du tout le même profil de consommateurs en Chine, en Europe et par exemple en Amérique latine également. C'est plutôt similaire aux Chinois. Est-ce que les Chinois, Jean Briac, sont plus réactifs à changer ce qui ne va pas que les constructeurs européens ?
on est beaucoup plus réactif et même les retours des médias, quand on réalise des essais avec les journalistes, nous permettent parfois de recalibrer certaines puissances, certaines données pour améliorer le confort et l'utilisation de nos voitures. Il y a des mises à jour qui peuvent se faire dans les 24 heures, c'est des mises à jour over the air, OTA. Ça nous est arrivé de recalibrer notamment la puissance de certains modèles pour que ça soit plus confortable, moins agressif entre guillemets, puisque les voitures électriques développent beaucoup de couples dès le départ. Et donc ça, c'est déjà arrivé et on est en mesure effectivement de faire des mises à jour très rapidement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, Nicolas Meunier, les Chinois sont plus avancés que nous ? Il n'y a aucun doute là-dessus. On a eu des précédents assez incroyables où Jean Briac parlait de mise à jour sur des parties logicielles. Moi, je parle aussi de mise à jour sur des réglages de châssis, sur des choix de pneus. J'ai coutume de dire que quand on dit qu'une voiture européenne n'est pas bonne, le constructeur nous rappelle au bout d'un mois pour nous engueuler. Quand on fait la même chose avec une voiture chinoise, le constructeur nous rappelle au bout de 3 mois en disant « Tiens, on a pris en considération tes remarques, voilà les clés, et réessaye là et tu nous dis ce que t'en penses ». En général, les défauts sont corrigés. Alors, il y a une petite contrepartie à ça, c'est que des fois, les constructeurs chinois ont tendance à lancer un peu tôt des machines qui sont pas tout à fait bien mises au point, où on a l'impression que les premiers clients font office de bêta-testeurs. Quand on a essayé les premiers MG4 de pré-série, où c'était un petit peu, je ne sais pas comment qualifier le comportement routier, mais c'était un petit peu hasardeux à certains moments. Aujourd'hui, c'est vraiment une voiture qui est non seulement saine, qui est sécurisante et qui est en plus amusante à conduire. Est-ce que ça veut dire que les constructeurs européens ont encore quelque chose à faire, à jouer ? Largement. Moi, je leur souhaite, mais effectivement, ils ont un petit peu de retard sur toute la partie infodivertissement. Ils ont beaucoup d'avance sur la partie développement moteur, et notamment des moteurs thermiques. Ça, c'est indéniable. Mais effectivement, ils ont globalement moins d'ingénieurs qui travaillent sur des nouveaux brevets pour développer de nouveaux équipements et de nouvelles façons d'appréhender la mobilité. Je pense quand même que si on regarde ce que font aujourd'hui BMW et Mercedes sur leur dernier modèle, on voit qu'il y a un sursaut de l'ingénierie allemande qui va peut-être se généraliser à toute l'Europe, où on a, quand on essaye un BMW X3 ou une Mercedes CLA de dernière génération, c'est largement au niveau des Chinois. Alors c'est plus cher, mais quand on regarde la qualité de tous les équipements, l'autonomie, la vitesse de charge, etc., toute la partie électrique et infodivertissement, où justement on imagine que les Chinois ont de l'avance, ils sont au niveau, et sur le reste, ils sont aussi bien, voire mieux. Et c'est pas le cas pour les constructeurs français ? Pour le moment, c'est pas le cas. En tout cas, en partie électrique, Renault a des problèmes de consommation. Stellantis, j'ose même pas en parler. Merci beaucoup Nicolas Meunier, journaliste entre autres pour Challenge et auteur de nombreux livres sur l'automobile, et Jean Briac d'Alibar, directeur des relations publiques pour Geely. Merci Laurence. Merci Laurence. Flux libre avec Suzuki. Après ce dossier sur les constructeurs chinois, changement de rythme, place à l'essai automobile avec Alexandre Lenoir, qui a pris le volant d'une toute nouvelle Audi. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Et oui Laurent, cette semaine je vous emmène au volant de l'Audi Q4 e-tron Sportback dans sa version performance de 286 chevaux et en finition S-Line. Alors le Q4 e-tron, c'est un modèle important pour Audi, c'est même aujourd'hui l'un des piliers de sa gamme électrique. Et après une première vie de 4 ans, le constructeur allemand lui offre une mise à jour en profondeur, sans pour autant révolutionner son apparence, et c'est probablement un choix judicieux. À l'extérieur, le Q4 reste immédiatement identifiable. Sa silhouette Sportback conserve cette ligne de toit fuyante qui lui donne davantage de dynamisme que le SUV classique. Les retouches sont discrètes, une calandre redessinée, quelques éléments aérodynamiques revus et une signature lumineuse modernisée. En finition S-Line, avec les grandes jantes et les boucliers spécifiques, le résultat est élégant, sportif et plutôt valorisant. Mais c'est surtout à bord que l'évolution est la plus visible. Si l'ancien Q4 pouvait parfois donner l'impression d'être un cousin un peu chichiteux des Volkswagen électriques, ce n'est plus vraiment le cas. Les matériaux progressent, les assemblages sont soignés et l'ambiance gagne en caractère. Face au conducteur, une grande dalle incurvée regroupe l'instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran central de 12,8 pouces. L'ensemble est moderne, lisible et plutôt agréable à utiliser au quotidien. L'espace à bord constitue également l'un des points forts du modèle. Malgré sa ligne de coupé, le Sportback reste accueillant pour les passagers arrière et propose un coffre de 527 litres, ce qui en fait un vrai véhicule familial. Sur la route, cette version performance de 286 chevaux apparaît comme le meilleur compromis de la gamme.
La puissance est largement suffisante, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 6 secondes 6. Les accélérations sont franches et les reprises ne manquent jamais de vigueur. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'équilibre général de l'auto. Le Q4 e-tron Sportback n'est pas la prétention d'être un SUV sportif au sens strict du terme. En revanche, il se montre précis, rassurant et très agréable à conduire. La direction est juste, le train avant répond correctement et le comportement inspire confiance. Malgré son poids, il conserve une certaine agilité sur les routes sinueuses. Audi a également réussi à préserver un bon niveau de confort, même avec la présentation S-Line et ses grosses roues de 19 pouces. Autre bonne surprise, la maniabilité. Ce SUV de 4,60 m se révèle étonnamment facile à utiliser en ville ou lors des manœuvres. Et côté autonomie, notre modèle d'essai embarque la batterie de 67 kWh utile. Audi annonce jusqu'à 580 km selon le cycle WLTP. Alors comme toujours, il faut relativiser ce chiffre, mais l'efficience est réellement au rendez-vous. Lors de notre essai réalisé sur les routes normandes, les consommations observées ont tourné entre 15 et 16 kWh au 100 km, ce qui est particulièrement convaincant pour un SUV de ce gabarit. La recharge rapide progresse légèrement, avec une puissance pouvant atteindre jusqu'à 185 kW selon les versions. Alors, ça n'est clairement pas aujourd'hui un chiffre qui impressionne, mais ça permet tout de même de passer de 10 à 80% en environ 27 minutes. C'est correct, certains constructeurs font facilement mieux. Et puis, il faut bien sûr parler du prix, qui est aussi l'une des surprises de ce restylage. L'Audi Q4 e-tron débute désormais à 45 990 € et la version performance de 286 chevaux avec la grosse batterie est affichée à partir de 46 990 €. Alors, c'est un positionnement particulièrement agressif pour un SUV électrique Audi. Il peut désormais même jouer face à des Tesla Model Y ou, plus surprenant, des Renault Megane E-Tech. Audi cherche clairement à élargir sa clientèle et à séduire aussi bien les particuliers que les entreprises, notamment grâce à l'EcoScore dont il est gratifié. Attention toutefois, au jeu des options, évidemment, la facture grimpe rapidement. Notre version d'essai S-Line richement dotée tutoyait ainsi les 85 000 €. Au final, ce restylage ne chamboule pas totalement le Q4 e-tron, mais il corrige les principaux défauts de la première génération. Il est plus qualitatif, plus technologique, plus efficient et finalement toujours agréable à conduire. Il s'impose comme une proposition particulièrement cohérente. Flux libre avec Suzuki. Dis-moi, quelle voiture tu conduis et je te dirai où tu habites. François Roudier nous raconte comment, selon le pays où l'on vit, la voiture est le reflet de notre culture. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Vous conduisez quelle voiture ? Mais selon l'endroit du monde où vous vous posez cette question, les réponses vont vous stupéfier. Une petite boîte à chaussures au Japon, un pick-up géant au Texas, un véhicule électrique ultra connecté à Shanghai. La voiture est peut-être l'objet qui révèle le mieux les cultures du monde. François Roudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'OICA, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, qui représente 35 associations dans le monde entier. Est-ce que, quand vous réunissez vos 35 membres autour d'une table, vous avez parfois l'impression qu'ils ne parlent pas du même objet ? Quelquefois, oui. Même si il faut savoir que derrière ces associations, on a tous les constructeurs mondiaux. Donc, les Toyota, les Stellantis, les GM, les Ford, les Geely, les Chery, tout ça, finalement, sont capables de donner aux consommateurs le véhicule qu'ils veulent conduire. Alors, est-ce qu'un Américain et un Japonais qui parlent de voiture, c'est vraiment deux mondes différents ? C'est souvent deux mondes différents. Alors attention, les Japonais sont très très puissants aux États-Unis et ils font des voitures à l'américaine aux États-Unis. Et puis chez eux, effectivement, il y a des K-cars, des petites voitures qui sont capables de passer dans les petites rues japonaises. Ça, c'est absolument invendable aux États-Unis. On peut avoir un peu une notion de ces fameux K-cars. Ça fait quoi, moins de 3,40 m ? Oui, c'est ça, dirais-je. Vous pensez à une 4L ancien modèle et vous avez à peu près ce à quoi ressemble un K-car. Oh on aimait bien nous nos 4L. C'était pas si petit que ça. On est quoi sur limité à 660 cm3 de cylindrée ? Tout à fait. Il faut voir qu'au départ, c'était des petits utilitaires capables d'apporter du riz ou quelques champignons à quelques boutiques. Donc, il fallait que ça passe dans des petites rues. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs de la culture japonaise ? La culture japonaise, elle pense d'abord au Japon, ce qu'il faut comprendre. Et si les voitures japonaises ont eu ce succès-là à partir des années 73-74 dans le monde entier, c'est parce que on aimait le conducteur. Donc il y avait toute la technique, des vitres qui étaient faciles à ouvrir parce qu'elles étaient électriques, une ambiance de confort à l'intérieur. Donc ça, c'était typiquement japonais. Et alors en face, on a les Américains.
Alors là, oui, vous arrivez sur des niveaux de véhicules comme des Chevrolet Avalanche ou des Ram ou des Ford 350 pick-up ou moi-même qui fait 1m85, des fois il y a à peine mon nez qui passe au-dessus du capot, devant, tellement c'est gros. Comment on explique ce fossé culturel ? Alors, aux États-Unis, on a d'abord toujours eu des grosses voitures. Et puis, à la crise de 73, sont arrivés les Japonais. On a eu des plus petites voitures, mais c'est resté dans les villes. La notion du pick-up, qui s'appelle là-bas plutôt truck, light truck, c'est parce que, en fait, vous avez une population en dehors des villes qui vit dans une très grande immensité. Alors, si vous êtes dans l'Oklahoma, vous allez aller voir vos champs. Vos champs, ça peut être 2000 hectares. Ils vous font quelque chose de puissant. J'ai retrouvé un chiffre. Outre-Atlantique, les ventes de ce qu'on appelle les camions légers, les SUV, les 4x4, les vannes, les camionnettes atteignent 80% des ventes totales de véhicules neufs. On va passer aussi à la grande surprise de la décennie, la Chine. Elle était cliente, elle est devenue premier producteur et le premier marché mondial. Et c'est pour eux d'ailleurs une façon très particulière de consommer l'automobile. Ah oui, l'arrivée de la Chine, c'est une révolution, comme il y a eu la révolution des voitures allemandes, des voitures japonaises, des voitures américaines post-1945. Là, on est vraiment entré dans une ère chinoise. Leur façon de voir le véhicule n'est pas si révolutionnaire que ça parce qu'il correspond à ce qui s'est passé ailleurs, chez nous en particulier. Actuellement, vous avez un désintérêt des marques allemandes par les Chinois parce que les consommateurs chinois considèrent que le premium, il est chinois. Voilà, il est national, comme nous, on préférait la 504 à une voiture allemande parce qu'on n'allait pas rouler allemand. Expliquez-moi comment fonctionne le chinois avec la voiture. Alors d'abord, le consommateur chinois, il a peu de choses à voir avec le consommateur français ou européen. Il a autour de 35 ans. Chez nous, c'est minimum 55 ans. Pour la première voiture neuve. Pour la première voiture neuve. D'abord, ses parents n'ont pas forcément le permis, donc il prend plutôt une voiture grosse parce qu'il a besoin d'emmener la famille derrière. Ça veut dire que le jeune de 30 ans, ses parents qui ont 55, 60, eux n'ont pas le permis. Exactement, c'est très en rare. Majorité. C'est très très rare que les anciens aient le permis. Et, les anciens, s'il vous plaît. Alors, on a maintenant une classe moyenne chinoise qui s'exprime à travers sa consommation et sa consommation de véhicules, elle se fait comme des gens de 35 ans. C'est-à-dire que pour eux, avoir un karaoké dans la voiture, c'est beaucoup plus important que d'avoir un siège massant. C'est pas du tout la même façon de la consommer que nous. C'est pas la même façon de la consommer. D'ailleurs, on le voit, les couleurs à l'intérieur sont différentes. C'est pour ça qu'on a une orgie d'écrans de tous les côtés, un peu trop même. Est-ce qu'on peut dire que la Chine a gagné la bataille de l'imaginaire de la voiture du futur ? Alors ça, on ne le sait pas. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que ça change. Il faut voir comment va évoluer le monde. C'est sûr que les Chinois, en technologie, ont pris une avance considérable. Alors sur tout ce qui est batterie, oui, ils ont entre 10 à 15 ans d'avance, à la fois dans la batterie elle-même et puis dans la façon de gérer cette batterie, qui est assez compliquée, jusque dans les recharges. Vous avez un constructeur qui vient de faire un corridor où on a des batteries, c'est le battery swapping, c'est-à-dire qu'on enlève la batterie, on remet une batterie chargée et le corridor il fait 1780 km. Les Chinois font tout, il faut bien comprendre que pour eux il n'y a pas que la voiture électrique. D'ailleurs, énormément de ventes à l'étranger sont des voitures avec des moteurs thermiques. D'ailleurs, il n'y a que l'Europe qui veut faire que des voitures électriques. Non, les Chinois font énormément d'hybrides. Ils font même des voitures qui sont électriques avec un petit générateur derrière à essence pour permettre d'aller à la prochaine recharge. La vision a été donnée il y a assez longtemps et renforcée en 2014 par Xi Jinping d'ailleurs, chez SAIC à Shanghai, qui a dit voilà, nous allons devenir les premiers au monde pour les véhicules nouvelles énergies. Il n'a pas dit électrique, il a dit nouvelles énergies. Donc ça concerne tout ce qu'on veut. Alors effectivement, il n'y a pas de pétrole en Chine, donc avoir de l'électricité, c'est mieux. Marché dont on parle peu et qui pourtant pourrait être la prochaine grande surprise. L'Inde, un pays de 1,5 milliard d'habitants, où l'on vend encore moins de 5,5 millions de voitures par an. C'est évidemment un paradoxe. Ça veut dire que la culture de la voiture en Inde n'existe pas encore vraiment ? Alors c'est surtout parce que il n'y avait pas de classe moyenne. Et la classe moyenne indienne est en train de monter à une vitesse mais considérable, presque autant, si ce n'est même voire plus que nous dans les années des 30 glorieuses. Et avant, vous aviez essentiellement du déplacement motorisé en 2 roues, voire en 3 roues, des copies de Vespa qui sont assez célèbres pour ceux qui visitent l'Inde. Et maintenant, vous avez une génération qui veut avoir sa voiture,
Avant, vous aviez des gens qui étaient riches et qui avaient un chauffeur. Le chauffeur attendait toute la journée et faisait des embouteillages à Bombay ou à New Delhi. Et maintenant, vous avez ces gens qui veulent avoir des voitures. Alors, ils ont eu beaucoup de voitures japonaises, des voitures même construites par des alliances entre Indiens et Japonais, Maruti, Suzuki par exemple. Et maintenant, on voit une avancée vers des véhicules totalement standardisés Europe. Je pense à Tata Motors, par exemple, qui fait des choses incroyable. Et ils le font en toutes énergies. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gaz, beaucoup de GNL, vous avez de l'essence et puis faire de l'électrique. Le pays a un avantage par rapport à la Chine, c'est sa natalité. La natalité est considérable en Inde et vous avez une population de jeunes qui est extrêmement éduquée. Une question un peu provocatrice pour conclure, puisque l'on parle de la voiture qui est peut-être le miroir du monde. Est-ce qu'il y a des pays où la voiture est une religion et d'autres où elle n'est qu'un outil ? C'est une excellente question et c'est pas facile à répondre. Et je crois même que pour moi, la voiture est à la fois une religion et à la fois un outil. Les voitures, de toute façon, si elles existent, c'est que vous en avez besoin. Vous n'avez pas dépensé de l'argent pour rien. Et puis à côté de ça, vous voyez très bien qu'on a un phénomène reproductif de l'amour de la voiture. Le style un peu dingue, même un peu ringard, années 70, où on regardait sa voiture, on mettait ses gants et je suis l'homme qui va conduire comme un dingue jusqu'en Sologne et puis avoir la femme que je veux. Ça, vous ne le retrouvez pas vraiment, mais lorsque vous voyez les jeunes Chinois au salon de Pékin, ils sont tous à regarder, à prendre des photos de l'intérieur, à s'asseoir, et on voit très bien qu'ils ont eux aussi ce côté religieux qui arrive. Aux États-Unis, alors là, je vous réponds tout de suite, oui. Alors là, c'est plus qu'une religion. D'ailleurs, très souvent, on affiche même sur sa voiture que Jésus conduit avec vous, quoi. Une note d'optimisme quand même pour terminer. En Europe et particulièrement en France, la voiture reste préférée des Français ? Oui, on voit très bien qu'il y aura beaucoup de monde au mondial de l'auto en octobre. Donc la voiture, elle existe. Attention, il y a quelques villes qui sont anti-voiture parce que ça les amuse. Mais c'est une goutte d'eau dans l'immense océan de l'amour de la voiture qu'on voit dès qu'on sort des grandes villes. Merci beaucoup François Roudier. Merci. Flux libre avec Suzuki. Pour terminer cet épisode, je vous propose une escapade. Je suis allé rejoindre François Alain, que vous connaissez bien, au meeting aérien Le Temps des Hélices à la Ferté-Alais, qui s'est tenu le 23 et 24 mai dernier. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Renault y était présent pour la sortie rarissime d'un avion mythique, le Caudron. Rendez-vous sera pris bien sûr en mai 2027 pour une nouvelle édition, mais pour l'instant, venez avec moi. Rencontres, explications et coup de cœur à venir. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. François Alain, on se retrouve sur le stand de Originals Renault. Mais qu'est-ce qu'on fait sur un meeting aérien ? Écoute, en fait, il y a toujours eu des passerelles entre l'aviation et l'automobile. Parce que Renault a fait des tas de choses en dehors de l'automobile, on ne le sait pas. Mais ils ont fait des bateaux, ils ont fait des avions, ils ont fait des trains. Le fait de retrouver Renault ici, dans ce meeting qui s'appelle Le Temps des Hélices, qui a lieu une fois par an et qui réunit tous les passionnés d'aviation. Qui est à la Ferté-Alais ? C'est assez logique. Renault va être présent cette année à 2 manifestations. Celle-ci qui a lieu donc au mois de mai à la Ferté-Alais et une autre qui s'appelle Air Legend qui a lieu au mois de septembre. Renault en a profité pour amener des véhicules de record comme cette Nerva qui est une voiture d'avant-guerre de 1934 qui était quand même un 8 cylindres en ligne, qui faisait 5 litres de cylindrée et qui a battu tout un tas de records au circuit de Montlhéry. J'ai eu la chance extraordinaire de conduire cette voiture à Montlhéry il y a quelques années. Elle a quand même battu un record du monde à 167 km/h de moyenne en 1934 pendant des heures et des heures et des heures. C'est la preuve que Renault, à l'époque, était déjà complètement dans le sujet. 3 records du monde très exactement. En plus, c'est marqué sur ses carrosseries, donc je n'invente rien. Et en gros, en plus, tu as raison. Ici, il y avait un clin d'œil rigolo parce qu'évidemment, l'avion qui s'appelle le Rafale est présent à ce meeting. Le Caudron Renault, qui s'appelait aussi Rafale, était en parallèle. Donc, on avait le Rafale des années 30 et le Rafale d'aujourd'hui, plus le Rafale à 4 roues, qui est un modèle actuel de chez Renault, plus les anciennes Renault des records. Et moi, en tant qu'ambassadeur du patrimoine Renault, je ne pouvais pas ne pas être là. Un étrange avion, un avion français, un Caudron. Un avion que nous avons la chance de voir aujourd'hui parce que cet avion n'a pas volé en France depuis une bonne quinzaine d'années.
Et si nous avons le privilège aujourd'hui de voir ce caudron en rafale, eh bien c'est grâce à son propriétaire, une entreprise française dont on peut être fier, qui s'appelle Renault. Alors on va vous raconter l'histoire du caudron Rafale. Louis Renault a construit des voitures, mais c'était aussi et surtout un passionné d'avion, passionné de vitesse. Il fait des voitures qui allaient très vite et il voulait faire aussi des avions qui allaient très très vite. Je continue mon petit tour d'horizon. Le temps des hélices, c'est donc à La Ferté-Alais et je suis avec le responsable atelier de Original. Comment qu'on dit? The Originals Renault, la collection. Bonjour Jean-Louis Pichafroy. Bonjour. Alors vous êtes le responsable technique de The Originals Renault collection. Là, il y a 3 véhicules qui sont positionnés sur le grand événement aérien. C'est quoi le but, la mission de The Originals Renault, la collection? De préserver déjà le patrimoine de la marque. On a un grand nombre de véhicules, un atelier dans lequel on maintient en état la plupart. On est utilisé aussi pour les tournages de publicité de la marque, etc. Et sur des événements comme cela où on sort des véhicules un peu exceptionnels. On fait rouler quelques F1 aussi, des protos du Mans et aussi des voitures de Monsieur Tout-le-Monde du quotidien. On accompagne les lancements des Twingo et autres en ce moment par exemple. Mais notre mission principale, c'est de préserver le patrimoine de la marque. Tu es le responsable de l'atelier, ça veut dire que toi, tu mets les mains dans les moteurs de ces voitures? Ça m'arrive encore un peu, pas assez, à mon goût. C'est quand même, voilà, au départ c'est une passion, mais je m'appuie sur une équipe de 5 personnes. Ce qui nous caractérise le plus, c'est la polyvalence. Parce qu'on fait rouler en gros des autos pour la plus ancienne 1898, la Tipa, jusqu'au véhicule d'aujourd'hui. Voilà, on traverse un peu plus de 127 ans d'histoire. Quand on met les mains dans ce genre de véhicule, que ce soit dans le moteur ou quand on répare les carrosseries ou autre, quelle émotion on vit? Alors pour la plupart, enfin même pour la totalité de l'équipe, c'est un choix de venir dans ce service. Et c'est aussi une chance. On a envie de faire ça. Donc on découvre des choses tous les jours, on invente aussi des choses tous les jours pour faire rouler certaines autos qui sont beaucoup plus vieilles que nous. Le sentiment, il est assez fort justement, c'est avec un plaisir incroyable que nous faisons en tout cas rouler toutes ces autos. Est-ce qu'on a rendez-vous avec le temps quand on s'occupe d'elles? On a surtout l'impression de le remonter parfois, comme aujourd'hui. Il y a 1935, 1956, 53, donc forcément avec les avions qui nous entourent, qui sont à peu près de la même période pour certains, on a l'impression de remonter le temps en tout cas. On parle de transmission également, j'imagine que vous devez être très... pas amoureux, c'est pas le bon mot, mais respectueux de ce qu'ont fait les prédécesseurs? Bien sûr, de toute façon, si la collection de Renault est aussi riche, c'est parce que nos prédécesseurs ont su garder, prélever, acheter. Donc oui, on a nous aussi l'obligation, je dirais, de transmettre cette collection dans le meilleur état possible. Merci beaucoup Jean-Louis. Voilà. François Alain, avec toi si tu le veux bien, on va faire un petit tour d'horizon des 2 autres voitures de collection. Tu viens? On y va? Bien sûr, bien sûr. Et c'est donc la 3e voiture qui est en exposition sur La Ferté-Alais pour ce grand meeting. Alors là, celle-ci, on ne la voit pas souvent. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un tank. C'est un format de voiture de course qui est fait pour battre des records. Là, en fait, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. On est sur un tout petit moteur. On est dérivé tout simplement de la 4 chevaux, qui était la voiture phare du début des années 50 et de la fin des années 40. Et donc, il y a Marcel Riffard. Donc, elle s'appelle la Renault Riffard. Marcel Riffard, c'était un aérodynamicien qui avait travaillé justement sur le Renault Caudron, sur l'aviation. Et cette voiture-là, donc elle possède le tout petit moteur un peu modifié d'une 4 chevaux. Et elle est faite pour battre des records, faite par un gars qui était aussi spécialiste des avions. Alors tiens, viens, tu sais quoi, on va regarder aussi, là, si tu veux bien, à l'intérieur. On est sur une caisse entièrement en aluminium qui a été faite chez un spécialiste qui s'appelait Pichon Para. Et Pichon Para, qui était installé à Sens, fabriquait ce type de voiture pour plusieurs constructeurs. C'était un carrossier qui savait faire de tout. Allez, on va découvrir la toute dernière. Allez, c'est parti.
J'avoue que j'ai un guide de choix pour cette belle escapade ici à la Ferté-Alais. C'est quoi cette magnifique voiture, l'étoile filante? Alors l'étoile filante, c'est un projet qui s'est déroulé en 1956 et l'idée c'était d'aller faire un record du monde sur le lac Salé aux États-Unis avec une voiture Renault qui possédait non plus un moteur classique mais une turbine. Et imagine qu'en 1956, on arrive sur le lac Salé, nous petits Frenchies, et on bat avec cette voiture un record. On dépasse largement les 300 km/h. On est dans les années 50. Et donc ça, c'est une des voitures qui fait la fierté de Renault. C'était l'époque où Renault commercialisait en gros la 4 chevaux et la frégate. Donc on est très très loin de ça. Mais justement, c'est la manière de prouver qu'une marque populaire, qu'une marque généraliste sait tout faire. Alors on regarde le cockpit parce que j'aimerais bien, pendant qu'on entend les avions, je pense, enfin le cockpit, je ne sais pas si on peut appeler ça un cockpit, mais ça y ressemble. Le cockpit, parce qu'effectivement c'est tout à fait similaire et de toute manière il y a un lien, tu vois, rien que visuellement, il y a un lien évident avec l'aviation. Décris-moi ce que l'on voit là. Pour se glisser dans le cockpit, il faut retirer le volant parce que tu n'as pas la place. Donc on est déjà sur ce qui se passe dans les voitures de course d'ailleurs de cette époque-là et d'après. Tu t'installes dans le cockpit et tu remets le volant après. Tellement c'est pour les petits gabarits, hein. Moi je peux pas. Et puis un dernier mot aussi sur sa ligne devant parce qu'effectivement ça rappelle quand même, je trouve, une célèbre Renault qui n'a plus le nom de Renault. Tu vois à qui je pense ou pas? Il y a un petit côté Alpine. Ah oui, c'est vrai. Oui, en fait on est à l'époque justement où naît Alpine, hein. C'est deux choses différentes parce qu'à l'époque Alpine était entre guillemets une marque privée, c'était pas une marque rachetée par Renault, mais bien sûr c'est effectivement à peu près similaire puisqu'en 56 la marque Alpine avait déjà commencé. Merci, on te retrouve très vite sur ta chaîne YouTube. J'ai trouvé le nom qui allait bien. Évidemment, Monsieur Vintage, c'est un peu mon surnom dans le milieu depuis 10 ans. Et Legends, moi, raconter les légendes, c'est vraiment ça. Donc Vintage Legends, on était absolument dans la logique. Sur YouTube, Vintage Legends by François Alain. Salut François, à bientôt. À bientôt. Flux libre avec Suzuki. Nous voici arrivés au terme de ce 12e épisode de Flux libre. Rendez-vous est pris donc pour le 13e épisode, ce sera début septembre. Merci à celles et ceux qui m'ont donné leur temps et surtout merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Cet épisode a été co-réalisé et coproduit avec Ludovic Téchit et ce Flux libre est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et très prochainement sur YouTube avec même quelques belles images. N'hésitez pas à le partager au maximum. Bonne journée. Votre rendez-vous Flux libre vous a été proposé par Suzuki.